Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec vous ma collègue, Madame Clotilde Noué. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Nous proposons aux téléspectatrices et téléspectateurs aujourd'hui un voyage dans la philosophie sociale et politique dont vous êtes spécialiste. Mais avant cela, cette émission a pour but d'incarner la science et que les gens voient que la science est incarnée. Là, c'est la connaissance philosophique qui fut longtemps considérée, chers collègues, comme une science dans l'horizon aristotélicien. Alors, précisément, vous êtes française, c'est bien cela. Vous êtes en exercice à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, la partie qui est ici à Rabat, puisque nous enregistrons à la Villa des Arts. Et d'ailleurs, je remercie les responsables de cette villa qui nous accueillent toujours très gentiment. On va peut-être faire un rappel de votre parcours, votre lycée, votre formation, une formation très prestigieuse qui passe par l'école normale supérieure et l'agrégation de philosophie. Alors, à vous la parole. Vous êtes né dans quelle région? Alors, laissez-moi juste vous remercier à nouveau pour l'honneur que vous me faites en m'accueillant ici. Alors, moi, je suis née en Corée du Sud, à Séoul. Ma mère est sud-coréenne. Ah, d'accord. Voilà, et j'ai passé mon enfance à l'étranger, essentiellement. J'ai vécu en Tanzanie et puis au Niger. Magnifique. Voilà, à Niamey. Ouais. Oui. Donc finalement, arriver sur une terre africaine, c'est quelque chose que vous connaissez. Exactement, c'était un retour aux sources. Incroyable, c'est cela précisément, la belle mobilité précisément que vous incarnez. Oui. Et après ces voyages en Asie, en Afrique, vous avez fait votre scolarité en France? En fait, je suis arrivée au lycée Henri IV pour y faire ma première littéraire. D'accord. Et puis ensuite, j'ai continué à Paris, puisqu'après le lycée, j'ai fait la prépa aussi à Henri IV. Et puis j'ai intégré l'école normale supérieure. Voilà, en philosophie. Voilà. Oui, c'est bien. Et l'agrégation, bien sûr. Voilà. Après, le parcours a été relativement peu original puisque j'ai fait… peu original, très original, parce que tout de même, obtenir l'agrégation, je le dis aux téléspectatrices et téléspectateurs, c'est quand même un grand effort et le signe d'une grande maturité intellectuelle. Et après, vous avez fait une thèse en philosophie du droit. En philosophie du droit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu le parent pauvre de la philosophie, c'est-à-dire que les gens ne s'engagent pas tellement dans la philosophie du droit, je ne sais pas pourquoi. Pour vous, quelle a été vos motivations? Parce que beaucoup de gens font de la philosophie morale, de la philosophie politique, mais la philosophie du droit, les philosophes sont un peu réticents. Alors, je me suis un petit peu spécialisée dans la philosophie du droit après ma thèse. Ma thèse comportait une dimension de philosophie du droit, mais elle s'inscrivait vraiment dans le champ de la philosophie sociale et politique. C'est après la thèse que je me suis intéressée à certains objets propres à la philosophie du droit, notamment la liberté d'expression, mais également en travaillant dans le cadre d'un post-doc qui s'intéressait à la question de la figure du sujet de droit vulnérable. Ah, alors on va revenir sur ces éléments de recherche, mais sur cette première partie de l'émission, peut-être justement en rester comment dirais-je, à vos motivations et aux institutions avec lesquelles vous avez travaillé, vous avez collaboré. Donc les motivations furent d'abord une philosophie sociale et politique. L'intitulé de votre thèse, c'était? Alors ma thèse s'intitule L'hétéronomie du discours, une approche critique de la philosophie d'Habermas. Voilà, alors c'est un philosophe allemand très connu, encore vivant, au-delà de 90 ans, oui. Jürgen Habermas. Et qui est très célèbre précisément. L'hétéronomie du discours. Alors l'hétéronomie, nomos, la loi, l'hétéronomie, la diversité des normes, la diversité des… Parce que peut-être que c'est un terme un peu technique. Oui, c'est un petit peu technique. En fait, pour resituer, en gros, mon idée, c'était de faire une thèse sur la pensée politique d'Habermas, en particulier sur sa théorie de la démocratie, pour montrer le rôle très important qui occupe l'idée d'espace public. Et pour montrer en fait l'importance qu'a ce concept dans sa pensée,
j'ai souhaité montrer que celle-ci s'ancre, qu'elle a ses fondements dans une philosophie du langage et de la communication, que l'on peut reconstruire en la considérer sous l'angle d'une théorie du discours au sens Avec une large. diversité des discours, donc d'où l'hétéronomie des discours. Oui, et puis il y avait une dimension critique dans la thèse qui se situait à un niveau précis, à savoir chez Habermas, le langage est envisagé du point de vue des structures formelles de la communication, puisque c'est une théorie que l'on pourrait dire universaliste, qui considère que malgré la pluralité des cultures, malgré la pluralité des formes de vie, nous, en tant qu'humains, nous pouvons nous accorder à travers le langage parce que nous pratiquons tous et toutes le langage et nous sommes tous et toutes capables d'argumenter et donc de nous convaincre les uns les autres. Donc pour cet enracinement universel, il fallait donner un cadre assez formel précisément pour les discours. Avant, là encore, de développer complètement le point, restons sur, après vos motivations, nous reviendrons bien sûr longuement sur la notion de démocratie. Vous avez travaillé avec plusieurs institutions en France avant de rejoindre l'université Mohamed VI Polytechnique, et aussi ce qui m'a frappé dans votre parcours, c'est le double voyage que vous avez fait à travers la philosophie, puisque vous êtes intéressé à un philosophe allemand, vous avez eu une formation en France, puis vous l'avez complétée à Berlin, en Allemagne, dans des universités prestigieuses, l'université Humboldt. Qu'est-ce que vous avez retenu maintenant avec le recul d'une pratique d'enseignement que vous avez eue à la Sorbonne, puisque vous avez été là-bas ce qu'on appelle un locataire de recherche, et de votre passage par Berlin? Alors, le fait d'avoir fait une partie de ma thèse à Berlin m'a obligée en fait à faire de la philosophie dans une langue étrangère, puisqu'on avait, il y a une pratique assez institutionnalisée en Allemagne, qui est ce qu'on appelle le Forschungskolloquium, au cours de laquelle le directeur ou la directrice de thèse, enfin le titulaire de la chaire, invite ses doctorants et ses masterants à discuter d'un texte pendant 3 heures, une fois par semaine. Et ça se fait en allemand. Bon, parfois quand il y a des chercheurs invités, ça se fait en anglais, mais généralement ça se fait en allemand. Et ça m'a obligée à faire de la philosophie en allemand. Et je trouve que la pratique de la philosophie dans une langue étrangère, c'est une pratique très intéressante intellectuellement, et même du point de vue en fait, de la façon dont on pose ces objets et dont on les interroge. Parce qu'on est obligé en fait, de réfléchir vraiment aux distinctions analytiques et au contenu propre de ce qu'on dit, en essayant, en ne jouant plus sur les mots, mais en étant dans un échange qui justement essaye de se situer au niveau vraiment des distinctions conceptuelles et des contenus philosophiques, et plus uniquement du point de vue des jeux de mots, Il est vrai que ce que l'on reproche parfois à la formation française, dont moi-même j'ai bénéficié, c'est que vous avez dit le mot, c'est peut-être un peu trop de rhétorique et que un jeu sur les mots, vous avez dit, et que finalement on peut parfois s'installer dans une routine parce que c'est une formation que l'on connaît, que l'on reproduit, et le fait d'aller comme ça en Allemagne a été pour vous précisément une façon et d'enrichir votre sujet, mais là vous parlez même méthodologiquement des gains. Exactement. Puis c'est une confrontation à une forme d'altérité, et voilà. Et puis bon, évidemment, il s'agissait, comme je faisais ma thèse sur Habermas et ses rapports à l'école de Francfort, c'était intéressant pour moi d'aller parler directement avec des gens qui connaissaient bien mieux ces sujets que moi. Et puis il y a une culture en Allemagne pour laquelle ces objets de recherche sont assez installés en fait. Voilà. C'est cela. Alors effectivement, peut-être maintenant on va revenir et nous appesantir sur vos recherches à proprement parler. Cette école de Francfort, dont vous êtes spécialiste à travers la figure de Jürgen Habermas, est-ce qu'on peut un peu la présenter, j'allais dire schématiquement, mais en tous les cas, les grandes lignes, comme disait Molière, avoir des clartés de tout, les clartés que l'on peut avoir sur cette école de pensée qui est associée à une ville, la ville de Francfort,
C'est quoi l'école de Francfort? Alors l'école de Francfort, c'est en fait, c'est pas une école, contrairement à oui. ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas d'officine, il n'y a pas de rapport de maître à disciple. Mais disons que c'est une constellation d'intellectuels, de chercheurs, mais pas uniquement de philosophes. Il y avait des économistes, des psychanalystes, des sociologues qui, dans les années 20, ont cherché à réfléchir aux spécificités sociales, politiques, mais aussi psychologiques des sociétés capitalistes. Donc vraiment, le grand thème de l'école de Francfort, c'est la modernité capitaliste et puis ses pathologies, parce que disons que c'est une constellation d'auteurs qui ont réfléchi à ces questions d'un point de vue assez critique. Oui, parce qu'effectivement, ils sont pour les continuateurs aujourd'hui de cette école, comme Axel Honneth, c'est véritablement essayer de repérer les discriminations. Vous avez parlé des pathologies sociales, repérer les discriminations sociales et proposer des formes de reconnaissance précisément pour cela. Mais pour Habermas à proprement parler, vous avez mis au défi les questions de discours sur la démocratie avec une autre tradition, non pas allemande, mais américaine, venant de John Rawls et de Martha Nussbaum, qui s'est intéressée sur véritablement les formes de vulnérabilité, qui sont aussi des formes parfois de discrimination dans la société. Alors justement, moi je trouve que c'est un point de vue très très intéressant. Quand on aborde la vie en commun, eh bien, les défavorisés sont précisément le point de vue pour pouvoir entrer dans l'interaction sociale pour ne laisser personne de côté, si je puis dire. Alors, sur ces vulnérabilités, comment vous les avez rattachées à votre premier souci qui était les questions de discours et de démocratie? Alors c'était au départ un petit peu décalé parce que j'ai travaillé sur cette question des vulnérabilités dans le cadre d'un postdoc qui était un postdoc de sociologie du droit où il s'agissait en fait de réfléchir aux limites de ce qu'on appelle en France les dispositifs de tutelle, enfin de protection, donc tutelle, curatelle, tous ces dispositifs qui reposent sur l'idée de se substituer à la décision de quelqu'un qui n'est plus en mesure de prendre des décisions pour lui-même. Pour des raisons déficit mental? Oui, ou tout simplement dans le cadre en fait, du vieillissement et des vulnérabilités qui sont associées au vieillissement. Donc par exemple les maladies comme Alzheimer, les pertes de mémoire, ou tout simplement le fait qu'en étant plus vulnérable, on est sous l'influence, on peut être potentiellement sous l'influence abusive de tiers mal intentionnés. Tout à fait. Et en fait, il y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui dans le contexte européen sur ces vulnérabilités-là et sur la façon dont le droit peut protéger les individus, mais sans forcément se substituer à leur volonté. Dans beaucoup de cas, en fait, les individus, ils ne peuvent peut-être pas prendre de grandes décisions testamentaires, mais ils peuvent encore décider s'ils acceptent des soins, dans quelle mesure ils veulent plutôt vivre ici ou là, etc. Et donc, il y avait une réflexion à mener sur la tension entre l'autonomie des personnes et leur besoin d'être protégées. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre que je me suis inscrite parce que j'essayais de réfléchir un peu au contour de cette figure du sujet de droit qu'on utilise pour penser l'individu qui dispose de droits et qui les exerce, en réfléchissant à partir de ce cas très concret des individus vulnérables d'un point de vue cognitif. Oui, parce qu'en réalité, quand on dit sujet de droit, on prend confortablement l'idée que c'est un sujet responsable, ayant une volonté libre, ayant un plein exercice de ses capacités. Et vous l'avez pris par les petits degrés de capacité des gens réduits, parce que ça donne précisément, ça permet de mieux voir la capacité d'intégration d'une société, on peut dire ça comme ça? Oui, exactement. Je suis assez d'accord avec la façon dont vous le présentez. Il y avait vraiment cette idée de partir des marges, de partir d'une capacité qui n'est pas nécessairement une capacité telle qu'on l'idéalise en fait. Et puis voilà, pleine et entière, il y a cette fameuse idée du consentement libre et éclairé, dont en fait on voit bien concrètement que
elle est plutôt à penser en termes de degrés, et Oui. c'est un prisme, et pas, il n'y a pas des seuils forcément extrêmement nets. Et puis, oui, remettre en question cet idéal de l'autonomie selon lequel l'individu déciderait pour lui-même de façon souveraine, indépendamment de l'accompagnement de son entourage aussi. Oui, c'est Ça ça. allait avec une réflexion sur les aspects relationnels de l'autonomie. C'est cela. Alors ça, c'est un sujet vraiment fascinant et comme vous dites, qui a beaucoup d'actualité. Vous avez parlé de l'Europe, mais partout dans les sociétés vieillissantes et même dans les sociétés où il y a des handicapés qui ne sont pas tellement pris en charge, parce que les vulnérabilités, c'est aussi celle des handicapés non nécessairement vieux. Oui. Et revenons à quelque chose que vous avez dit tout au début de l'émission, qui était très important. Vous avez dit, mon intérêt pour Habermas, ça a été l'espace public, la liberté d'expression et la démocratie. Comment vous connectez ces trois notions? C'est un peu massif comme question. Alors, chez Habermas, il y a donc une théorie de la démocratie qui suppose, en fait, ça c'est la grande thèse d'Habermas, la vitalité d'un espace public qui constitue un espace de médiation entre, d'un côté, la société civile, dans toute sa diversité d'acteurs, d'intérêts, éventuellement de conflits, et l'État, le pouvoir, les pouvoirs publics, les pouvoirs institués. Et l'espace public, c'est un espace dans lequel justement la société civile est à même de porter des revendications à l'égard de l'État et puis aussi d'évaluer des normes morales. Et donc c'est aussi un espace dans lequel on va remettre en question des principes moraux, des principes de justice. Il se trouve qu'effectivement, dans plusieurs sociétés du Sud, et nous sommes en Afrique, la société civile cherche à s'exprimer le plus possible pour alerter les pouvoirs publics sur des situations, des carences. Et il y a une grande vitalité, pour reprendre votre expression, de la société civile à travers des associations. D'où, je suppose, la nécessité d'une liberté d'expression. Exactement. C'est-à-dire que chez Habermas, l'espace public, l'une de ses conditions de possibilité, mais aussi d'effectivité, ce qui le rend concrètement, comment dire, ce qui rend compte de sa vitalité concrète, c'est précisément la capacité qu'ont les gens de s'exprimer, de porter des revendications, mais aussi de s'associer. Et donc la liberté d'expression, ça renvoie à cet ensemble d'activités. C'est cela, alors des activités et en même temps des normes. La liberté d'expression est pour vous à la fois, elle a un double volet de pratique et de normes, parce qu'effectivement, il faut accompagner cette liberté d'expression d'un cadre juridique. Oui, c'est-à-dire que bien sûr, la liberté d'expression n'a jamais voulu dire qu'on avait le droit de tout dire sans discrimination. Elle est régulée par le droit. Et alors ce droit justement, ses contours sont assez variables en fonction des cultures juridiques propres à chaque pays. L'idée, c'est un petit peu de voir dans cette liberté d'expression pas uniquement une sphère d'interférence protégée, une sphère justement de liberté protégée des interférences de l'État, mais un droit actif, c'est-à-dire un droit qui s'ancre dans des pratiques concrètes, dans un espace social qui lui-même est très concret. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle du droit, des normes et on parle des pratiques, et vous insistez sur cette notion de concrétude. Je voudrais justement évoquer avec vous un troisième volet de vos recherches qui m'a beaucoup intéressé et impressionné, je dois dire. Donc il y a le sujet de droit avec ses vulnérabilités, la question de l'espace public, de sa vitalité par la liberté d'expression, et il y a aussi dans vos travaux toute une relecture de Marx, non pas du côté politique comme on a fait souvent de Karl Marx, mais du côté de la dette ou des dettes de la philosophie du droit à l'égard de Marx. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors en fait, ce que j'ai cherché à faire dans mes travaux sur Marx, ça a été de montrer que on doit, vous avez utilisé le mot dette, c'est exactement ça. Je pense que l'on doit énormément à Marx sur un point très précis, qui est le suivant. Marx nous a montré
que on ne peut pas se situer uniquement au niveau des codes juridiques ou des interprétations du droit, ni même des lois, pour comprendre la réalité des relations qui s'organisent entre les hommes. C'est-à-dire que le droit, c'est un outil de régulation extrêmement puissant, mais en rester uniquement aux formules du droit, ce serait négliger le fait que la vie sociale, en fait, peut parfois être même comment dire, en contradiction avec le droit. Et elle fait pression sur le droit pour qu'il change. Voilà, alors on peut faire pression sur le droit pour qu'il change, et puis le droit peut parfois aussi contribuer à masquer, à dissimuler des rapports sociaux qui peuvent être des rapports d'oppression, de domination, d'exploitation. On le voit tellement avec le patriarcat, on le voit tellement avec Exactement. Et donc il y a chez Marx l'idée que finalement les rapports juridiques, ça peut être par exemple l'institution du mariage, puisque vous avez évoqué le patriarcat, ou le contrat de travail, ou la propriété privée, sont des rapports qui potentiellement peuvent dissimuler le type de relations sociales qui sont à l'arrière-plan de ces rapports. Ce sur quoi il faut précisément insister, c'est que Marx, ce n'est pas nécessairement être marxiste au sens de l'idéologie marxiste, au sens du socialisme, mais qu'il y a véritablement une réflexion par concept, une réflexion très forte en tant que philosophe, et sa réévaluation en tant que philosophe peine un peu en raison peut-être de l'historique politique des républiques soviétiques et chinoises par exemple, et donc il a été en quelque sorte, comment dirais-je, défavorisé par ses propres, de ses propres concepts, par les réalisations historiques qui ne sont pas tellement en liaison avec ce dont vous parlez. Non, c'est vrai. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on a l'impression que récemment, il y a eu un retour de la philosophie à Marx, au point que Marx était même au programme de l'agrégation il y a quelques années. Voilà. C'est-à-dire une volonté en fait de redécouvrir Marx d'un point de vue plus philologique, et puis plus analytique, et puis plus rigoureux, indépendamment effectivement de ses héritages politiques. Est-ce que c'est de lui que vous vient cette très belle expression « agir par concept », c'est-à-dire cesser ce préjugé commun qui dissocie la pratique et la théorie, qui fait qu'on pense qu'il y a véritablement un hiatus ou un fossé entre les deux, alors que la théorie est une pratique, mais on a beaucoup de mal à faire passer l'idée que la théorie est une pratique elle-même. Oui, exactement. Alors vous faites référence à Agir par concept, c'était le titre d'un éditorial que nous avons publié récemment avec d'autres collègues en chapeau à une chronique bibliographique de théorie politique pour la revue française de Sciences Po. Et alors, cette expression, elle n'est ni de Marx ni de moi, mais c'est une collègue qui nous l'avait proposée. Et il s'agissait effectivement, en parlant d'agir par concept, de montrer que la philosophie, ce n'est pas uniquement une activité abstraite, effectuée dans une tour d'ivoire, hors du bruit et de la fureur des affaires publiques et puis des pratiques concrètes. Mais au contraire, une activité pratique, mais une activité qui consiste à produire des concepts, à proposer des concepts, à proposer des analyses pour aider à mieux comprendre le monde. Qui configure même le monde. Et qui, d'une certaine façon, peut participer à le construire. À le construire complètement. On le voit tellement par la puissance des récits. Là, vous êtes sur la puissance des concepts. Mais si on le prend du côté des discours, pour reprendre un peu le début de notre conversation, la puissance des récits montre bien cette idée d'ailleurs assez populaire et commune que les idées gouvernent le monde. Quand on le dit comme ça et qu'on essaye après de s'appesantir sur la manière dont les idées gouvernent le monde, eh bien on arrive à l'idée que les concepts agissent. Complètement, complètement. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission. Tout cet héritage anglo-saxon et européen, vous le mettez au bénéfice de votre expérience maintenant marocaine. Vous êtes à l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous allez me rappeler la faculté dans laquelle vous enseignez et comment se fait l'interaction avec vos étudiants qui sont au Maroc et qui, pour la plupart, viennent
d'Afrique en général, du Maroc en particulier, mais aussi je ne sais pas, vous allez me dire quel est votre public? Alors, donc c'est la faculté de gouvernance et de sciences économiques et sociales. Et alors moi, je conçois ma pratique philosophique ici et mon activité d'enseignante ici comme une contribution à la formation d'une nouvelle élite marocaine et plus largement africaine, ou d'une élite marocaine tournée vers l'Afrique. Et pour vous donner un exemple concret, cette année, je donne un cours à destination des premières années qui s'appelle Le Monde, une histoire moderne et contemporaine, et dans lequel je pars du constat que nous vivons aujourd'hui la désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire d'une certaine façon la perte de l'aura pluriséculaire qui a couronné le monde occidental, et aussi peut-être le constat que l'Occident n'a plus le monopole sur les valeurs comme les droits de l'homme, ou n'a plus forcément une position hégémonique en matière morale. Vous savez, cette expression de Robert Badinter, un grand juriste en France, la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais pas le pays des droits de l'homme. Ah oui, ben... Alors cette désoccidentalisation, donc il y a des enjeux de colonialité, ça parle beaucoup dans un pays comme le Maroc, dans d'autres pays africains, où il y a effectivement tout un effort, à mon avis assez balbutiement, de décolonisation de la pensée. C'est ce que vous dites précisément, en reconnaissant que les partenaires du monde sur cette planète ne peuvent pas se résoudre à quelques puissances exclusivement. Exactement. Il y a alors évidemment une dimension, la désoccidentalisation, elle se joue au niveau géopolitique, ça c'est certain, mais elle se joue, et c'est ça qui m'intéresse aussi, au niveau de cette capacité qu'on a aujourd'hui à se rendre compte que, pour utiliser l'expression de Chakrabarty, l'Europe est une province parmi d'autres dans un monde pluriel. Et que du coup, il y a beaucoup à réinventer aujourd'hui pour finalement refonder un universalisme concret et réel, oui. Et pas uniquement un universalisme taillé sur ni les intérêts européens, ni finalement des valeurs que l'Europe elle-même est en peine parfois de garantir. Oui. Et la philosophie que vous pratiquez, venant de cette école de Francfort, venant de Rawls et de Martha Nussbaum sur les vulnérabilités, aide précisément à construire ce nouvel universalisme. Pour finir, j'aimerais que vous me disiez des choses sur l'avenir de la démocratie, une expression qu'on utilise beaucoup et que je trouve également dans vos travaux, l'avenir de la démocratie avec précisément le défi que nous posent de plus en plus des États illibéraux. Alors vous allez me redonner peut-être la définition d'État illibéral, et aussi de comment en général, en tant que philosophe, on n'est pas prophète. Donc quand je dis l'avenir de la démocratie, je ne vous demande pas de prophétiser, mais tout de même, compte tenu maintenant de ce que vous venez de dire, sur la pluralité des références à travers le monde, sur la désoccidentalisation du monde, que peut-on dire comment dirais-je, d'un contexte démocratique aujourd'hui? Alors l'expression démocratie illibérale, elle se comprend par opposition à démocratie libérale. C'est ça. Et moi, ce que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce qu'on met derrière démocratie libérale. Oui. Est-ce que c'est une forme de gouvernement, par exemple l'état de droit fondé sur la représentation politique? Est-ce que c'est la défense des droits de l'homme? Est-ce que c'est, et j'ai l'impression que ça a été ainsi que le syntagme a été compris, une forme de modèle à la fois politique mais aussi économique, c'est-à-dire un gouvernement démocratique mais avec l'économie de marché libérale? Il y a dans l'expression démocratie libérale tout un ensemble de signifiants ou de connotations qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Oui. Et je pense que le modèle de la démocratie libérale, dont on a pu dire à la fin des années 80 qu'il avait triomphé à l'échelle du monde et que du coup on s'inscrivait dans une fin de l'histoire, et bien ce modèle est aujourd'hui clairement mis à l'épreuve. C'est cela. Et je pense que l'un des grands enjeux
pour ceux qui réfléchissent à la démocratie, c'est de penser la possibilité de formes démocratiques qui ne s'inscrivent pas forcément dans un modèle libéral. Alors, là encore, tout dépendant de ce qu'on entend par libéral. Voilà. Oui, c'est cela, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que réduire la démocratie au vote, ça ne marche pas parce qu'il y a des contrées à travers le monde qui arrivent à avoir des élections à 97%, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette structure par le vote. La définition que donnait Rawls, un gouvernement par la discussion, elle est intéressante parce que on retrouve ce que vous disiez sur les discours et sur l'agir communicationnel, pour reprendre l'expression de Habermas. Alors précisément, j'ai bien entendu ce que vous dites, on ne peut pas la réduire à une économie de marché libérale en ce sens, on ne peut pas la réduire au vote trop formel et qui ne traduit pas dans les contrées où un chef d'État arrive à 97%. On voit bien que quelque chose cloche. Alors que nous reste-t-il? Eh bien, il nous reste, et moi je pense que c'est là-dessus que Habermas a attiré notre attention, même si, voilà, il n'y a pas que Habermas évidemment, mais moi c'est l'auteur sur lequel j'ai un peu travaillé. Il a attiré l'attention sur la nécessité de la participation politique, voilà. La participation de la société civile à pas uniquement en tant qu'elle donne son avis, mais vraiment en tant qu'elle est capable de prendre des décisions collectives, qui engagent collectivement. Et ça, je pense que c'est un grand défi aujourd'hui, dans une époque où clairement, il y a un refus des élites traditionnelles. En tout cas, en Europe, c'est très clair, et en Amérique également. Oui. L'élite politique qui gouverne les sociétés occidentales depuis l'après-guerre est aujourd'hui l'objet d'une critique très profonde, d'un rejet parfois très violent. Et il faut prendre au sérieux cette critique de l'élitisme en politique pour essayer de penser des formes de participation aux affaires publiques qui soient plus... qui intègrent en fait davantage les gens concernés. C'est le mot qui résume tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, intégrer au maximum les gens, intégrer par la participation, intégrer les vulnérabilités, intégrer. Merci beaucoup de votre passage dans cette émission. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute, toujours attentive, je le sais, et je vous remercie fortement de votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.